Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus pour cet exercice un peu difficile de vous résumer en 20 minutes le résultat de notre étude. Alors on est Promotelec et je suis accompagnée aujourd'hui de Emmanuel Chabut d'EDF et de David Lebanier de Pouget Consultant. Alors on a réalisé une étude qui je pense est susceptible de vous intéresser, même de très vous intéresser au sujet de la décarbonation des bâtiments en logement collectif. Et donc, on va vous donner le résultat de notre analyse, du constat et des actions possibles. Ça, on passe. Voilà. Donc le sommaire, vous voyez, la décarbonation du logement collectif, des solutions individuelles qui existent, un enjeu bien évidemment clé pour la diffusion de ces solutions, et puis on a le consultant Pouget qui vous donnera son analyse, et enfin un peu de pub pour Promotelec. Quelques données que vous connaissez tous, où on voit encore dans ce parc de logements une forte carbonation avec les énergies fossiles qui sont utilisées encore pour plus de 47% dans les logements. Et puis aussi rappeler cette données qui font que le secteur du bâtiment représente 20% des émissions nationales. Donc vous voyez, on a quand même un enjeu majeur quand on parle de décarbonation et surtout quand on va vers la décarbonation et la neutralité carbone. Il y a encore du chemin à parcourir et il faut y aller vite. Emmanuel. Oui. Donc effectivement, pour sortir de ces énergies fossiles et réduire nos émissions de CO2, l'Europe a fixé un cadre, le fameux pacte vert que vous connaissez, avec l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050 et surtout un point de passage obligé en 2030, dont l'ambition a été renforcée par un paquet législatif qui garantit de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Alors maintenant, si on regarde comment c'est décliné au niveau français via la SNBC et la PPE, et surtout appliqué au monde du bâtiment, en fait, on voit que dans les 5 prochaines années, pour respecter ce point de passage à 2030, il faut faire à peu près autant d'efforts que ce qu'on a fait jusqu'à présent ces 30 dernières années. Donc c'est vraiment une accélération qui est nécessaire pour sortir des énergies fossiles et réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Quand Emmanuel parle d'accélération massive, je l'ai dit, il faut sortir des énergies fossiles, que ce soit le fuel, le GPL et le gaz, et qu'il y a des solutions existantes aujourd'hui qui sont décarbonées, aussi bien pour le chauffage et l'eau chaude. Vous en connaissez bien évidemment tous. Il y a les pompes à chaleur, le bois, les réseaux de chaleur urbains, etc. Je ne vais pas vous donner la liste à l'écran, mais les solutions individuelles ou collectives d'ailleurs existent. Promotelec Service, c'est un certificateur. Et donc on a certifié beaucoup de bâtiments et on a fait un constat terrain tout simple. Où même si les bailleurs, par exemple, pour ne citer que, font appel à Promotelec Service pour avoir une certification bas carbone, on fait quand même le constat que même si les niveaux de performance énergétique sont atteints, même si les niveaux imposés par notre référentiel, notre socle, voire les options, sont réalisés et donc le logement est certifié, il n'en demeure pas moins que après rénovation, 95% des chaudières gaz individuelles sont remplacées par une chaudière identique. Alors identique entre guillemets, puisque bien évidemment il y a des nouvelles technologies même en chaudière gaz, mais pour autant on remplace du gaz par du gaz. Et on a même fait le constat aussi, alors dans une moindre mesure, mais quand même qui est assez éloquente, où il y a des logements qui sont chauffés à l'électricité et qui basculent en gaz. Donc si on vous rappelle les premières slides qui consistaient à dire décarbonation, sortie des énergies fossiles, vous comprenez bien que là, il y a même un non-sens. Et pourquoi ce non-sens, Emmanuel ? Alors justement, effectivement, les solutions sont encore méconnues pour le logement collectif en individuel. Et pour autant, elles existent. Et non seulement elles existent, mais elles sont nombreuses, elles sont matures. Elles sont disponibles, il y a de nombreux fabricants qui les proposent et elles sont compétitives. Alors, je ne vais pas vous détailler ce tableau, mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule solution, mais il y en a bien plusieurs. Alors, vous allez retrouver dans ces solutions des solutions un peu classiques qu'on connaît, notamment les pompes à chaleur avec unité extérieure, que ce soit sur vecteur eau ou sur vecteur air. Mais vous allez trouver aussi
des solutions spécifiques au logement collectif, en solutions individuelles par appartement, sans unité extérieure, justement pour faciliter encore leur intégration sur ce segment de marché. Et puis vous allez trouver aussi des solutions électriques plus traditionnelles qui vont venir potentiellement en complément ou couplées avec ces solutions thermodynamiques. Alors, dans l'étude, on a regardé justement un petit peu le positionnement économique. J'ai parlé de compétitivité de ces solutions, parce que c'est quand même un aspect important. Et effectivement, grâce à Pouget Consultant, on a mené cette étude de manière approfondie, et merci à David d'ailleurs, et on a pu établir un peu le positionnement économique de ces solutions-là par rapport à la solution de référence dont parlait Florence, qui est le maintien de la chaudière individuelle. Et on a regardé ce que ça pouvait donner dans le cas d'une rénovation BBC première étape, avec l'atteinte de l'étiquette C du DPE. Donc là, sur le graphe, je ne vais pas le détailler parce que vous voyez, on a balayé toutes les solutions. Mais en gros, en rose, vous avez les coûts liés à l'isolation en complément du changement de système de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Et puis après, les petites barres orange et vertes, c'est les coûts induits par les systèmes et par leur intégration. Et ben, on voit que dans la majorité des cas, en fait, grâce à la performance de ces systèmes, notamment des pompes à chaleur, on a des coûts globaux de rénovation BBC première étape qui sont 2 à 3 fois inférieurs par rapport à une solution de remplacement à l'identique de la chaudière. Donc non seulement les solutions sont disponibles, elles sont matures, mais en plus, elles offrent une attractivité économique particulièrement intéressante. Alors, les solutions qui, bien évidemment, n'ont pas été détaillées toutes par Emmanuel. En revanche, on voit que souvent, si on représente à l'identique, c'est qu'on a une méconnaissance des solutions existantes. On a aussi parfois des a priori sur des contraintes d'intégration. Et on a élaboré avec, justement, pour la prise à la décision, tenant compte à la fois des coûts d'exploitation et des coûts d'investissement, on a élaboré une fiche tout à fait pédagogique. Alors, je pense qu'elles vont circuler ici. En tous les cas, elles sont assez simples. Je ne vais pas avoir l'outrecuidance de vous lire la fiche, mais elles sont composées, elles sont assez simples. On vous fait une description. Là, par exemple, on est dans la PAC RO double triple, et donc on fait un descriptif général, le domaine d'application, les points forts et les points d'attention, les capacités, les performances, l'implantation des équipements, et puis après toute une série, je dirais, de bonnes pratiques à réaliser, et surtout, puisque c'est ce qui fait le bouclage aussi de l'opération, c'est les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation. Donc c'est une fiche pédagogique qui sera à disposition, hein, vous pourrez la télécharger, alors, pas la télécharger parce qu'il y en a plusieurs, vous avez un QR code aussi, et qui vous aidera pleinement à changer, je dirais, de mindset et de pouvoir travailler sereinement pour le bien-être de tous et surtout le bien-être économique, mais aussi confort de l'habitat. Alors je vais laisser maintenant la parole à David sur le panorama des principales solutions. Ça, c'est le recto. Bonjour à toutes et toutes. Donc David Lebanier de Pouget Consultant. Ça, c'est le recto de la fiche avec notamment un paragraphe de toutes les bonnes pratiques, toutes les choses qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on déploie ces solutions. Et effectivement, je vais vous présenter 3 de ces solutions. Il y en a 9 qui ont été identifiées dans le guide. Et pour vous donner un petit peu la teneur du propos qu'on a développé dans le guide. Donc ça, c'est la solution que tout le monde connaît, la PAC RO, double service, chauffage et eau chaude sanitaire, qui est issue du marché de la maison individuelle. On va prendre la plus petite, celle de 3 kW, parce qu'elle est largement suffisante pour un appartement. Et puis on la déploie, un peu comme sur le schéma, avec une unité extérieure par appartement en toiture, et puis une unité intérieure dans chaque logement. C'est une solution qui est massivement déployée aujourd'hui en construction neuve. Un bâtiment de 30 logements, d'en dessous de 30 logements en RO 2020, de plus en plus souvent, il a une PAC RO comme ça par logement, au moins du T3 au T5, et puis T1, T2, plutôt du chauffage électrique et du ballon thermodynamique. En rénovation, c'est encore assez ponctuel, mais on voit une croissance. On a de plus en plus de copropriétaires. Ce n'est pas l'ensemble de la copropriété, mais de copropriétaires qui, lors d'une réno globale, se disent moi, je veux faire l'effort. Toute la copropriété n'est pas d'accord pour le faire, mais moi, je fais l'effort et on installe ponctuellement ce genre d'installation en copropriété. Les gros enjeux d'intégration, c'est j'ai une unité extérieure. Donc, c'est
et une liaison qui va jusqu'au logement. Donc l'application idéale, c'est des bâtiments qui font R+1, R+2 avec une toiture terrasse technique collective disponible. On positionne l'unité extérieure, il faut l'accord de la copropriété, il faut s'assurer que c'est en phase avec les règles d'urbanisme et autres. Il faut faire attention à l'acoustique aussi. Et s'il y a un nombre important d'unités qui est installé, il y a un acousticien à appeler. Ensuite, on a une liaison. Cette liaison, elle circule, elle doit être visitable. Donc elle circule plutôt dans les parties communes, dans la gaine gaz si le gaz est complètement retiré du bâtiment, par exemple. Donc ça, il faut l'anticiper. Et ensuite, à l'intérieur, on a un module qui fait la taille d'un frigo, voire qui fait parfois, qui est un peu moins haut, qu'on peut suspendre et mettre un appareil électroménager en dessous pour faciliter l'intégration. Donc tout ça est à anticiper. On garde les radiateurs existants, on fait du désembouage, on met les bons robinets thermostatiques, on s'assure d'avoir la bonne loi d'eau et normalement tout fonctionne. Si tout l'immeuble ou une bonne partie de l'immeuble est équipé de cette installation-là, on va augmenter les besoins en puissance électrique. Donc là, il faut avoir le réflexe en amont d'interpeller Enedis ou un autre gestionnaire du réseau pour anticiper les enjeux d'augmentation de puissance, de réfection de la colonne et autres. Je crois que j'ai dit l'essentiel sur cette solution. Une autre solution qu'on connaît tous, la PAC RR. Donc là, elle est soit monosplit ou multisplit. Monosplit, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule unité qui chauffe et qui refroidit dans le logement. Et multisplit, on en met autant qu'on veut. Cette solution, elle a un peu une mauvaise image. C'est la clim. On a tous le souvenir d'un bureau mal isolé avec le courant d'air chaud qui nous souffle dans le cou. Alors que c'est une solution en termes de performance énergétique qui est même un poil plus performante qu'une PAC RO et qui, de retour d'expérience des mainteneurs, est assez robuste dans le temps. Il y a peu d'erreurs à faire à l'installation. C'est un peu du plug and play, une PAC RR. Voilà. Le chauffage par l'air, c'est un enjeu. Dans un bâtiment dans lequel on a renforcé l'isolation, ce n'est pas un enjeu de confort. Les flux sont moins forts, les températures moins hautes. On n'a pas le phénomène de parois froides à combattre puisqu'on a isolé les parois. Donc on obtient le confort. Cette installation, soit je fais un monosplit, donc je chauffe que le salon par exemple d'un T3, donc j'ai une unité extérieure qui est plus petite, je mets du chauffage électrique dans les chambres et je mets un ballon d'eau chaude effet Joule classique. Voilà. Facile à intégrer, plus facile, 150 litres à la verticale ou à l'horizontale. Voilà. Cette solution-là, elle est forcément moins performante, elle fait appel à du chauffage électrique effet Joule, mais si on fait une rénovation globale de l'enveloppe, avec ce système-là, on peut atteindre l'étiquette C. Si je traite une pièce en plus avec un multisplit ou alors que je fais l'eau chaude sanitaire avec un chauffe-eau thermodynamique, là, avec une rénovation globale de l'enveloppe, j'atteins l'étiquette B. Donc ça peut être une solution intéressante. Elle fait du froid. Alors, dans certaines situations, ce n'est pas utile, mais il y a quand même un enjeu de certains bâtiments qui sont sensibles, qui malgré tous les efforts qu'on va pouvoir faire sur les solutions passives, des bâtiments logements non traversants dans des zones de bruit et autres, la climatisation peut apporter un plus intéressant. Autre solution, la PAC RO sur air extrait. Donc là, ça fait déjà quelques années qu'elle est sur le marché. C'est une pompe à chaleur sans unité extérieure. Elle puise les calories sur l'air de la ventilation. Elle joue le rôle de ventilation. Ça peut avoir un intérêt aussi. Des bâtiments qui sont en conduit de ventilation existants qui ne sont pas toujours simples à rénover. L'enjeu, c'est qu'il faut avoir un réseau qui va extraire l'air vicié dans toutes les pièces humides. Donc si les pièces humides sont regroupées, c'est plus simple. Mais si elles sont un peu disséminées dans l'appartement, il faut anticiper l'intégration de ces gaines. Ce n'est pas compliqué, mais il faut l'anticiper. Et puis, il faut faire un trou en façade ou en toiture. Donc là aussi, il y a un enjeu quand même architectural. Il faut demander l'avis de la copropriété si c'est en copropriété et s'assurer qu'on a le droit de faire ce trou. Mais voilà. Vu que c'est une pompe à chaleur qui extrait ses calories sur la ventilation, elle a une faible puissance. Donc elle, c'est que dans le cas d'une rénovation globale de l'enveloppe. Et elle est raccordée à des radiateurs. Le réseau de radiateurs, pareil, des embouages, robinets thermostatiques et autres. Elle peut faire du froid, mais il faut changer l'émetteur. Si on veut pouvoir faire du froid, un radiateur ne sait pas faire du froid. Ici, un exemple d'un bailleur à Flers, 112 logements, 3 bâtiments qui étaient en chauffe-bain gaz et en gaz collectif pour le chauffage.
Donc une rénovation globale de l'enveloppe. Ils ont fait le choix de passer avec cette PAC. Il se trouve qu'il y avait un espace adapté à côté de la cuisine pour positionner la PAC. On voit les tuyaux qui partent chercher l'air extrait dans les pièces humides et qui refoulent l'air refroidi dehors. On voit les trous en façade, les petites grilles, ça fait 12 cm. Voilà, donc une rénovation globale. Là, je ne sais pas quelle étiquette ils sont, mais il doit être assez bon. Pendant que j'y pense, un point important, en termes de contraintes, ici on voit que la PAC RR, je reviens une petite seconde sur la PAC RR, la PAC RR, c'est pas que l'unité intérieure en haut du mur qui n'a pas une super image. On peut faire des unités en console qui viennent prendre la place du radiateur. Ça permet que lorsqu'on démonte le radiateur, eh bien, s'il y a des marques sur le mur, eh bien, la console prend la place et on n'a pas à refaire la peinture ou autre du mur. Ça simplifie l'installation de la solution. Donc il y a 9 solutions, il y en a d'autres, des packs RR monobloc intérieur, certaines qui font que le chauffage d'une pièce et l'eau chaude sanitaire, certains c'est un monosplit avec qui fait de l'eau chaude sanitaire et autres. Donc ici un petit logigramme pour choisir la solution la plus adaptée au projet. C'est des questions simples. Est-ce que vous avez de la place en toiture? Est-ce que vous avez de la place à l'intérieur? Si oui, quel type de place vous avez? Est-ce que vous pouvez mettre le chauffe-eau thermodynamique ou simplement le chauffe-eau électrique effet joule vertical, horizontal? Et puis, est-ce que vous avez besoin de froid? Et si vous suivez ce chemin, ça vous emmène vers les fiches qui conviennent à votre projet. Je vois qu'il nous reste un petit peu de temps. Je ne sais plus si... Enfin, je vous laisse conclure, pardon. Bien, donc... vous l'avez vu au travers de la description de David, alors rapide certes, mais les solutions bas carbone en logement individuel existent. Nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, élaboré un guide technologique des solutions pédagogiques, principalement, je dirais, destiné aux professionnels, aux bureaux d'études, aux architectes aussi, aux maîtres d'ouvrage, pour pouvoir justement bien câbler, bien identifier la solution. Nous aussi, bien évidemment, en tant que certificateurs, on fait évoluer nos labels. Donc on tient toujours compte déjà d'une part de la réglementation, mais on va aussi au-delà de cette réglementation pour être encore plus performant. Donc rien de plus, je crois qu'on est même en avance sur le temps. Vous dire simplement qu'on est à votre disposition, alors qu'on est dans le pavillon 4, on est de l'autre côté, et qu'on est tout à fait disposé à répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup à tous.